Salut les bretteurs, nous continuons notre voyage avec le XVIe siècle. Un des traits les plus remarquables de l'évolution de la rapière est sa rapidité, ce qui explique probablement le fait qu'à partir de la fin du XVe, l'épée puis la rapière se portent normalement en civil. L'épée gagne en importance comme accessoire du costume et elle est par conséquent sujette aux caprices de la mode. Cela ne signifie nullement que l'épée de ville devient un simple ornement, comme elle le sera au XVIIIe, mais le XVIe voit s'affirmer la distinction entre les épées et rapières convenant au combat et celles faisant partie du costume civil. Avec des variantes, la poignée en croix resta en usage pendant tout le siècle pour les épées militaires. Mais comme la rapière fut à la mode à partir du deuxième quart du siècle, il devint plus courant d'adapter des poignées de type rapière aux épées militaires. On peut généraliser en disant que l'arme militaire conserva obligatoirement une lame robuste pouvant frapper de taille et d'estoc, alors que la rapière civile, au moins jusqu'au milieu du XVIe, reçut une lame beaucoup plus fine, convenant très bien pour porter un coup mortel à un adversaire sans armure. Il y a pourtant beaucoup d'exceptions à cette loi. En Angleterre, par exemple, l'habitude déjà ancienne de porter l'épée et l'écu en civil comme en tenue militaire retarda le port de la rapière seule, presque jusqu'à la fin du siècle. Au deuxième quart du XVIe, l'anneau de côté, qui reliait souvent les quillons depuis les années 1480, est parfois complété par un second anneau monté sur le nœud de corps. Vers le même moment, de la face externe de la poignée partent des barres supplémentaires allant en diagonale de la base des quillons à la branche de garde, et dans l'autre sens aux anneaux protégeant les doigts. La face interne de la monture suit, et vers 1575, la garde interne à triple branche, typique des rapières ultérieures, est en place. Au milieu du siècle sont à la mode les quillons longs, minces et droits, souvent avec des fleurons recourbés, mais sans exclure les autres types. En même temps peuvent partir des anneaux de doigts, deux anneaux latéraux, l'un au-dessus de l'autre, le supérieur étant incliné vers la fusée et parfois relié par une branche transversale à la branche de garde. Ces deux anneaux, ou un seul, sont parfois fermés par une plaque perforée, et une telle plaque se rencontre aussi à la fin du siècle, entre les branches de la garde transversale interne. On peut trouver une plaque pleine, gravée plutôt que perforée, sur les anneaux latéraux, et cela surtout sur les épées saxonnes à monture d'argent. Le pas d'âne se termine parfois par des boutons, en général en harmonie avec les fleurons des quillons et le pommeau, des boucles ou des extensions incurvées vers la fusée ou repliées parallèlement à elle. Le XVIe siècle connut des pommeaux de toutes sortes. Comme il a été dit, les disques et les roues restèrent en vogue. Le pommeau en forme de coquillage, né vers la fin du XVe, subsista pendant tout le XVIe et au début du XVIIe. Des pommeaux sphériques, rares auparavant, apparurent en grand nombre. Certains aplatis, d'autres en forme de champignon, d'autres encore presque cylindriques, mais à bords arrondis. On vit des pommeaux ovoïdes, coniques et polygonaux, à face cannelée ou décorés de bien d'autres manières. Comme le montre abondamment ce qui précède, la rapière fut caractérisée par une diversité bien plus grande qu'auparavant, surtout à partir du deuxième quart du siècle. La même chose est vraie, quoique dans une moindre mesure, pour les épées en croix. La poignée en croix resta très populaire pour les stocks de combat, surtout contre des adversaires portant armure. En plus des lames existantes à section en losange aplati, tout le XVIe siècle connut des lames à section triangulaire et parfois carrées à flanc concave. Ces lames très rigides pouvaient percer les armures à plate comme le faisait un carreau d'arbalète ou la pointe d'un marteau de guerre. Les épées de combat en croix semblent avoir conservé leur popularité plus longtemps au nord des Alpes qu'en Italie ou en Espagne. Que l'arme est une lame pour frapper du tranchant et de la pointe, ou une lame rigide du type de l'estoc, la poignée en reste relativement simple, souvent avec un pommeau conique et des quillons légèrement recourbés vers la lame. Normalement, un anneau de côté part du nœud de corps, mais dans les pays germaniques, il est fréquemment remplacé par une branche allant du milieu du quillon avant au quillon arrière, en passant à l'extérieur du nœud de corps. Les épées saxonnes du type Reichswehr présentent ce qui est sans doute la poignée la plus évoluée qu'on puisse encore appeler cruciforme. Elles forment aussi le groupe le plus cohérent et le plus connu des épées en croix tardives. Ce type prit naissance en Allemagne avant le milieu du XVIe et resta en usage en Saxe jusqu'au début du XVIIe. Les montures du Reichswehr ont souvent des quillons spatulés, un pas d'âne,
Un second anneau appuyé sur celui-ci et une branche diagonale interne ou un anneau de pouce. Certaines, destinées à la cour de Saxe, sont partiellement ou totalement recouvertes de plaques d'argent gravées ou noircies. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. Salut les bretteurs.